Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. Nous parlons cette semaine de l'industrie culturelle en Afrique et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau un grand homme de la culture, quelqu'un qu'on ne présente plus, Claude Iciard. Il est animateur et producteur de l'émission Couleur Tropicale sur Radio France Internationale. Vous êtes également chef d'entreprise, directeur de radio et producteur d'émissions. On sait aussi votre engagement pour la cause africaine et la justice sociale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Norbert, merci de me recevoir. Juste ajouter, mais c'est quelque chose que l'on ne sait pas puisqu'on n'en parle pas beaucoup, je suis également à la tête d'une maison de production audiovisuelle et de communication qui s'appelle RTT Productions. Vous avez probablement vu l'émission de Claude Show. Eh bien, ce programme est produit par RTT, mais nous travaillons également pour le stylisme d'M6, pour Énergie 12 en France. Voilà, et puis, comme vous l'avez dit, propriétaire de radio également en terre française. On l'aura compris, on sait dans tous les cas que c'est quand même un portefeuille, il y a tout le temps des responsabilités, en tout cas en ce qui vous concerne, que ce soit sur les chaînes de télévision ou de radio. Ouais. Mais si vous permettez, on va quand même aller au thème de notre émission Industrie culturelle en Afrique comme levier de performance économique. Claude Iciard, le secteur culturel en Afrique, un secteur qui bat de l'aile, qui se débat avec les moyens dont il dispose. Comment se porte l'industrie culturelle en Afrique, à votre avis? Alors, vous dites qu'il bat de l'aile. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais dans le même temps, je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes sur un prisme économique de la chose, alors que pour moi, la culture, c'est l'identité. Et en termes de création, la création a toujours existé, existera toujours. Tant qu'il y a des êtres humains, des femmes et des hommes, il y aura toujours de la création et donc des succès et donc l'existence, nous, de ce que nous sommes, puisque nos artistes traduisent dans leurs travaux, eh bien, ce que nous sommes en termes d'identité, en termes souvent d'aspiration aussi, parce que dans les créations, il y a aussi ça. Que ce soit un écrivain, un artiste qui officie dans le monde de la peinture ou de la sculpture, ou un artiste musicien et chanteur. Et puis, mais d'un point de vue économique, effectivement, il y a des problèmes parce que nous sommes dans un système capitaliste, nous sommes dans un monde globalisé, même si je n'aime pas le terme de mondialisation, car nous sommes plutôt dans l'occidentalisation du monde, et donc nous n'avons pas d'autre choix que de fonctionner avec l'économie, avec le grand capital. Et c'est vrai que malheureusement, bon nombre de politiques gouvernementales à travers l'Afrique, eh bien, de dirigeants n'ont pas compris qu'il faut investir sur la culture. Investir sur la culture, c'est également, eh bien, avoir quelques victoires économiques et puis peut-être la possibilité d'exister lorsque l'on ne détient pas la technologie, la haute technologie comme les Occidentaux, comme les Asiatiques. Alors, on aura sans doute l'occasion de revenir aujourd'hui sur le financement, puisque c'est de ça vous parliez tout à l'heure, de l'industrie et culturelle en Afrique. Ouais. Mais je voudrais quand même qu'on aborde une question très importante aussi, c'est-à-dire le potentiel. C'est vrai aujourd'hui de parler d'identité comme vous le faites, mais quel est le véritable potentiel aujourd'hui en matière d'industrie culturelle en Afrique dans le cadre justement du développement du continent? Mais il est énorme. Il est énorme. Regardez la créativité qu'il y a, pas seulement ici au Togo, mais dans bien d'autres pays du continent. La créativité, d'où vient-elle? Elle vient du fait que nous sommes des artistes dans l'âme. Et pour nous, justement, la culture, elle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Que l'on soit dans la peinture, dans la culture, ou dans la peinture, dans la sculpture ou dans la musique. On est ça, nous sommes ça, nous transpirons ça. En Occident, par exemple, je prends l'exemple juste de la musique. La musique est quelque chose pour divertir. Nous, la musique, elle est là à notre naissance, elle est là dans les moments difficiles, elle est là au moment où nous passons de vie à trépas. Bref, elle rythme, comme je le disais, chaque instant de notre vie. Donc c'est quelque chose de bien plus important pour nous. C'est l'affirmation de ce que nous sommes. Donc, pour moi, il n'y a pas de crise, encore une fois, hein, à ce niveau-là. Mais la crise, elle est plutôt économique. Il faut juste être conscient de ce que nous sommes. J'aime faire cette comparaison avec la Jamaïque. La Jamaïque est une terre donc d'esclaves. Et cette terre-là, cette petite île, même si pour certains c'est une grande île, par justement son rayonnement, mais c'est une petite île. Et qui a réussi à s'imposer sur la scène internationale, par quel biais?
Bob Marley, l'image par exemple Merci. de Bob Marley. La musique, le sport également, Usain Bolt, mais la musique a été quelque chose, et pas seulement, la culture Rasta ont été des choses extrêmement importantes dans le rayonnement de la Jamaïque. Donc on voit bien que la culture peut avoir un retentissement, ou en tout cas peut-être une locomotive extraordinaire pour un pays, pour une région, pour un peuple ou pour un continent. Alors, si les choses sont perçues telles que vous le dites aujourd'hui, comment comprendre finalement le rôle, je dirais, presque réducteur que joue aujourd'hui la culture dans le développement du continent? On ne voit pas grand-chose finalement, Claudie, sur le terrain. Parce que bon nombre de nos dirigeants, et pas seulement, hein, nous aussi, sommes des pessimistes inconscients, j'ai envie de dire, car nous ne nous rendons pas compte du potentiel qui est le nôtre. Ça ne vient que de cela, hein. Je dis souvent que l'estime de soi peut changer énormément de choses. Le respect mutuel peut nous permettre de gagner 50% des combats que nous avons engagés, et cela depuis longtemps. C'est vraiment un problème de rapport à nous-mêmes qui peut expliquer que l'on ait un regard peu positif sur ce que nous sommes ou sur nos capacités. Moi, je ne trouve rien de négatif en ce qui concerne la culture et nos capacités à réussir, hein. C'est juste... Est-ce que vous avez l'impression, au jour d'aujourd'hui, que la culture telle qu'elle est vécue aujourd'hui sur le continent apporte assez au développement, comme c'est le cas par exemple du continent européen ou en fait de l'Occident dont vous venez de parler? Non, mais parce que une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'univers culturel appartient à l'informel. Et c'est tout le problème. C'est pour ça que moi je salue ce décret qui donne un statut réel à l'artiste aujourd'hui au Togo, ce qui ne se fait nulle part ailleurs, en tout cas pas en Afrique. Pourquoi? Parce que cela va permettre, eh bien, de donner un cadre. Alors le cadre, il est juridique, il est social, il est tout ce que vous voulez. Il est en termes également de la respectabilité que l'on doit aussi à l'artiste au regard de la position qu'il a au sein de la société, et il va permettre dans un second temps ou un troisième temps en tout cas de créer des structures, en tout cas de donner du courage et peut-être des idées à celles et ceux qui sont des acteurs, ou ceux qui sont sur la scène ou ceux qui sont derrière, se dire bien maintenant tout ça va nous donner de l'élan et va nous permettre de créer plus de structures, ou en tout cas d'avoir des leviers pour parler aux législateurs en disant « nous avons besoin de ça ». Et vous devez donc nous aider, au regard de la loi, nous aider à créer les structures nécessaires pour construire et grandir et justement incarner un petit peu plus le développement d'un pays. Mais là, ça passe par une volonté politique, mais ça passe aussi par la volonté des acteurs de la filière culturelle. Parce qu'on ne peut pas toujours faire rejaillir la faute, ou en tout cas les défaites, sur le compte du politique. Alors, une responsabilité aujourd'hui partagée. Oui. Alors, quand on parle aujourd'hui de la culture aussi, il y a cette image qui vient finalement que le domaine de la culture est considéré aussi comme ce qu'on peut appeler en Afrique une société de consommation. Le produit brut qui est la culture est plutôt exporté. Voilà, on voit que là, en réalité, sur le terrain, on est plutôt en force de consommation que de production sur le terrain. Je suis très heureux, Norbert, que vous m'ayez posé cette question, car j'ai un vrai problème en ce moment sur ce que devient la culture, parce que, et quel que soit le domaine, mais la musique peut-être est plus critiquable que les autres formes d'art, parce qu'on a envie de plaire à tout le monde, de plaire au plus grand nombre. Et dans le monde de la musique, eh bien, certains jeunes artistes, jeunes créateurs ont regardé ce qui se faisait aux États-Unis, mais surtout en termes de bling-bling. Et donc, on a envie d'être à l'image de ces stéréotypes. Et parfois, cela peut être préjudiciable pour nos identités et ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est dans une volonté de créer pour que d'autres consomment ce que nous faisons, en oubliant la vérité de l'artiste. Parce que c'est bien de cela dont nous parlons. Quelle est notre vérité? À travers la musique, à travers l'art plastique, à travers le théâtre, à travers le cirque aussi dans certains pays, eh bien nous montrons ce que nous sommes. Et lorsque nous sommes prêts à travestir tout cela juste pour l'appât du gain, c'est-à-dire pour justement créer une industrie mais qui ne nous ressemble pas, c'est un problème. Lorsqu'on regarde les États-Unis des années 30, des années 40, avec son cinéma, c'est Solar qui dit dans un de ses titres
Les States sont une sorte de multinationale qui exporte leur western et leur modèle féodal. C'est-à-dire que le cinéma américain, il est américain. Il montre ce qu'est l'Amérique, avec ses valeurs, avec ses contradictions et tout cela. Et là, vous avez, nous en Afrique, on est en train de perdre ce que nous sommes, ce que nous proposions dans notre théâtre, aussi embryonnaire soit-il, dans notre cinéma, aussi perfectible soit-il, et dans nos musiques, aussi populaires et parfois pas très bien produites aussi. On est en train de perdre notre vérité parce qu'on a envie de plaire au plus grand nombre et quelque part on va se dénaturer comme le hip-hop s'est dénaturé, en tout cas un certain hip-hop se dénature aujourd'hui aux États-Unis. On doit être très conscient de ça et soucieux de cela. Mais c'est la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité des créateurs avant tout, c'est la responsabilité également de l'encadrement. Et moi je regrette que parfois, et j'en aurais terminé, mais que certains politiques disent par d'atteinte aux bonnes mœurs en parlant de la création artistique. Je ne sais pas ce que veut dire réellement l'atteinte aux bonnes mœurs. Parce qu'à trop vouloir légiférer, à trop vouloir être puritain, parfois on peut aussi tuer la création. Vous pensez que ça doit être un domaine assez libéralisé aujourd'hui? Ouais. Alors, dites-nous, Claudie... L'individualisme de l'artiste doit être préservé. Alors, comment justement aujourd'hui faire en sorte qu'on tire profit de la culture au plan local? Moi, je crois que ça passe aussi par une conscience individuelle et collective. C'est-à-dire respecter l'artiste. On a souvent entendu les parents dire « Ah non, 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 moi, ma fille, mon fils est attiré par la comédie, par le cinéma, par la musique, par la peinture, mais tout ça, ce sont... comment va-t-il gagner sa vie si jamais il entre dans ces domaines-là » On voit bien que on a un regard un peu condescendant, pour ne pas dire méprisant, ou souvent parce qu'on a peur que nos enfants, eh bien, ne réussissent pas leur vie s'ils empruntent ces chemins-là. Je crois qu'il faut savoir ce que revêt la signification d'être un artiste. Et donc, c'est le respect que l'on doit à ce créateur-là. Et ça, pour moi, ça me semble être extrêmement important. Après, encore une fois, hein, il y a ce que le cadre que donne le juridique, le politique, à l'artiste. Et ça, mais vraiment, hein, ça peut tout changer. Et puis, il y a la force des médias. De quelle façon les médias traitent-ils l'artiste? Que représentent-ils? Est-ce qu'ils lui donnent aussi la place qu'il mérite? On est dans un monde de l'hypermédiatisation et tout passe par ce canot de la télévision, de la radio, de la presse. Est-ce que c'est pas plutôt à ce niveau lié peut-être à la professionnalisation Non, non. Moi, je crois qu'un artiste, pour qu'il soit réellement artiste, il n'a pas forcément besoin d'avoir fait les plus grandes écoles. Parce que nous parlons aujourd'hui de la promotion de la culture, de l'industrie culturelle en Afrique, ouais. Mais on sait qu'il n'y a pas de statistiques sur le terrain comme dans les pays européens pour pouvoir... Parce qu'on est sur de l'informel. Parce qu'on est sur de l'informel. Alors, comment sortir de l'informel aujourd'hui? Eh bien, par justement ce que le Togo a fait, c'est très bien. Voilà, avec cette loi, avec ce décret. Et voilà. pourtant, les résultats sur le terrain, faut attendre. Rien ne se fait en un jour. Il va peut-être falloir 10 ans ou 15 ans pour voir les résultats plus que probants d'une telle loi. Parce que c'est une question de mentalité aussi. Lorsque vous décrétez quelque chose, par exemple, moi qui suis un descendant d'esclaves, un Africain de la Caraïbe, lorsque l'on a voté l'abolition de l'esclavage, les maîtres, les colons, n'ont pas été subitement gentils et justes avec leurs anciens esclaves de l'heure d'avant. Enfin voilà, donc c'est toujours une question de mentalité, d'évolution aussi des mentalités. Et les évolutions, eh bien, elles mettent malheureusement du temps parce que nous ne sommes que des êtres humains et pas des machines. Alors, il y a une autre question, Claudie aussi, c'est le fait finalement que les artistes ne vivent pas de leur art en Afrique. Et là, ça pose des problèmes quand vous parliez du fait que les parents doivent quand même permettre à ce que leurs enfants s'adonnent quand même à la culture. Mais quand on voit que finalement, ça ne nourrit pas son homme, il y a problème là. Merci de le dire comme ça. Moi, par exemple... même si j'ai été délégué interministériel pour l'égalité des chances en France, alors c'était pour les originaires d'outre-mer, mais je ne crois pas à l'égalité des chances. C'est-à-dire que on ne naît pas tous, on est égaux en droit, mais en réalité, nous sommes tous différents. Vous allez peut-être là, vous,
plaire à plus de monde que moi. Et donc, voilà. Et moi, je vais dire, mais c'est injuste. Pourtant, nous sommes tous les deux des garçons. Nous ne sommes pas moches tous les deux. Pourquoi auriez-vous plus de succès que moi? C'est comme ça. C'est la vie. Et donc, vous ne pouvez pas attendre à ce que tous les artistes vivent de leur art. Certains auront plus de succès et vivront mieux que les autres. Comme dans le sport, certains footballeurs sont mieux payés que les autres, d'autres moins parce qu'ils jouent mieux, parce qu'ils marquent des buts, parce que. Et c'est comme ça. Nous sommes tous uniques. Alors, cela dit, Claudie, sur le continent, il y a quand même des exemples, des modèles qui marchent. Dites-nous quels sont ces modèles. Doit-on les reproduire pour... De quel modèle parlez-vous? Quand je prends par exemple l'industrie cinématographique au Nigeria, ça contribue, après le pétrole, ça contribue pour beaucoup au PIB. Est-ce que c'est des modèles comme ça qu'on peut reproduire sur le continent? Mais parce qu'ils ont justement organisé leur industrie. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je trouve que la plupart des films de Nollywood sont de piètre qualité. Je trouve, moi, c'est pas en tout cas ce que j'ai envie de voir. Je préfère voir un film de Sam Ben Ousmane, je préfère voir les comédies d'Henri Duparc que de voir certaines comédies de Nollywood. Bon, je suis très clair là-dessus. Alors c'est pourtant des non, mais comédies et pourtant, très il y a du succès. appréciées. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont organisé leur industrie. Mais je vous dis ça. Mais moi, je suis pas un fan du cinéma américain non plus. Alors que, mais technologiquement, c'est magnifique, ces films à grand budget, ces films d'action. Moi, je ne supporte pas ce genre de cinéma. Et pourtant, ça marche. Mais parce qu'on a organisé une industrie. Lorsque vous organisez une industrie, ça veut dire qu'en amont comme en aval, vous avez des gens qui réfléchissent. C'est pour ça que Nollywood fonctionne. Moi, je n'aime pas le cinéma de Bollywood, le cinéma indien. Je trouve ça sirupeux, je trouve ça niais. Enfin bon, mais c'est mon choix personnel. Mais d'un autre côté, je dis bravo pour l'industrie de Bollywood, bravo pour Nollywood, parce que ce sont des gens qui réfléchissent et leurs productions répondent à une attente. Voilà. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Pour la musique, je fonctionne de la même façon. Tout ce que je diffuse, par exemple, dans Couleurs Tropicales, ce n'est pas forcément ce que j'aime. Mais il me semble, au regard de la qualité de l'œuvre, que ça correspond, en tout cas, à une demande. Ou en tout cas, ça peut correspondre, parce que moi, j'aime être précurseur. Donc, chacun doit jouer son rôle. On est dans une conscience de l'organisation, et que l'organisation peut permettre la réussite de bon nombre. Lorsqu'on aura organisé un petit peu plus le monde de la musique, lorsque des acteurs auront réfléchi, c'est pour ça que j'exhorte souvent les acteurs de la filière musique, mais également les décideurs politiques, à organiser des assises. Et pour tous les domaines culturels, vous organisez des assises, ça veut dire que vous mettez les gens en réseau, vous leur permettez de parler, d'échanger, parfois de s'affronter. Mais c'est de cet affrontement, de cette collision-là, eh bien, que ressortiront les meilleures idées et, demain, l'organisation. Alors, il se pose un autre problème dont on ne parle pas assez, qui est constitué quand même aujourd'hui, le fond du problème, c'est le financement de la culture. Et je crois que, comme ça a été fait aux États-Unis à une certaine période, où les États américains ont décidé de mettre de l'argent, d'aider l'industrie, parce qu'ils savaient très bien que c'était exporter le modèle américain. Et donc, il faut que nos pays soient conscients de ça. Je prends un exemple comment être conscient aujourd'hui du problème quand on sait, en tout cas les politiques savent que c'est pas un modèle qu'on peut exporter et pourtant investir au même moment dans... On peut, mais vous ne pouvez pas exporter si vous ne donnez pas les moyens à ceux qui créent d'exporter. Lorsque vous avez un pays comme le Congo, la RDC, qui est un pays hautement musical depuis les années 50, avec des artistes qui ont autant de succès aux quatre coins du monde. Papa Wemba vient de nous quitter. Il était connu au Japon, aux États-Unis. Comment se fait-il qu'à un moment donné, vous ne soyez pas assis avec les uns et les autres en disant « on va faire en sorte, vous allez, grâce à vous, notre pays va rayonner au-delà des guerres à l'est du Congo, au-delà de la gabegie financière, au-delà de tout ce que nous savons. » Comment se fait-il que des gens n'aient pas réfléchi à ça? C'est un problème. Aujourd'hui, vous avez le Togo n'a jamais été un pays qui a exporté sa musique. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose. Il y a des artistes qui s'exportent. Alors, il y a toujours eu, évidemment, des artistes qui ont été des marqueurs de leur temps. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui s'exportent. Donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut les aider. Il faut les aider à aller plus loin. Il faut qu'il y ait une volonté. Et je pense évidemment au ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Lorenzo. Il faut aller beaucoup plus loin. En faisant quoi concrètement?
Eh ben, c'est-à-dire, alors Dans un cadre bien alors c'est entendu ce qu'ils ont fait global, avec le décret. Mais c'est-à-dire, c'est vrai, c'est de se dire, bon, organisons un peu des assises avec tout le monde et on va vous aider à aller loin. Parce qu'il ne faut pas juste compter sur le talent des artistes. Moi, lorsque je vois par exemple les grands peintres, je reviens encore sur le Congo, les grands peintres congolais comme Chéri Samba, qui exportent dans le monde entier, leurs œuvres valent des millions. Lorsque je pense à également à ce grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow, qui lui aussi exporte dans le monde entier et vend des œuvres, mais à des prix vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà quoi, ça veut dire que des gens sont des locomotives, eh bien il faut organiser autour d'eux. Lorsque vous avez quelqu'un comme Jimmy Hop, vous avez vu les peintures de Jimmy Hop, ben, je veux dire c'est exceptionnel, et de d'autres également, de d'autres artistes. Alors, c'est vrai de parler aujourd'hui comme ça, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui peut amener une société ou une entreprise à investir ou à financer un projet culturel, par exemple ? Sens bien que mes réponses ne sont pas suffisamment satisfaisantes parce qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Vous voyez, par exemple, j'ai eu vraiment cet honneur d'assister au débat avant le vote du décret, donc à l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai entendu à plusieurs reprises aussi parler du mécénat. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre, justement, à des mécènes de sponsoriser, d'être auprès mais les aider. Lorsqu'on finance, lorsqu'on est un mécène, on finance, ben, il faudrait peut-être qu'il y ait un allègement d'impôts, faut trouver faut inciter. Comment est-ce qu'on incite? Eh bien ça, ce sont des réflexions qui sont importantes pour, justement, aider à la création et à l'industrie. Maintenant, il faut aussi que ceux qui sont autour des artistes soient conscients du rôle qui est le leur et ne soient pas juste dans la logique de il faut gagner de l'argent. C'est bien cela le but final. Mais oui, non, c'est pas le but final. Le but final, pour moi, ce n'est pas l'argent. Et dans la vie, la finalité, ce n'est jamais l'argent. C'est ce que vous laissez, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous créez. Alors, c'est dire. Moi, je suis ici sur votre plateau. Est-ce que la finalité de la chaîne, c'est gagner de l'argent? La finalité de la chaîne, c'est bien informer, c'est faire évoluer les mentalités, c'est participer à l'éducation des gens, c'est échanger, c'est être un lieu de convergence des idées, de communion également à certains moments, et là encore d'affrontement aussi verbal. Voilà, c'est ça. La finalité pour un être humain ne doit jamais être l'argent. Ça, c'est le capitalisme sous sa pire forme. Et c'est ce qui tue le monde. Et c'est ce qui tue justement les idées et la vérité des gens. La culture, l'industrie culturelle même, hein, parce qu'on remarque les jeunes aujourd'hui... L'argent est un moyen. Je suis désolé Norbert de vous couper encore la parole, mais l'argent est un moyen pour faire des choses. Ce n'est qu'à et non une finalité. D'accord. Alors, Claudie, passons à une autre question. Quelles sont les filières d'avenir aujourd'hui et les opportunités en matière de développement culturel en Afrique? Je crois que c'est à la fois une question très complexe auquel il n'est pas aisé de répondre. Les opportunités, elles sont là. Parce qu'il faut bien définir les stratégies et en fonction de cela, il faut savoir les opportunités, en quoi investir aujourd'hui, quelles sont les priorités, un certain nombre de questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans quelques projets. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un sculpteur et d'un peintre du continent. Je pourrais revenir sur la musique, qui est un domaine que je connais bien, et vous dire que les opportunités sont là. Lorsque vous avez P-Square, qui aujourd'hui signe avec une maison aux États-Unis, ça veut bien dire que les opportunités pour une nouvelle pop africaine existent. Là, ça nous amène encore une fois à parler du Nigeria, c'est dire qu'il y a un génie à ce niveau en termes d'industrie culturelle, peut-être à reproduire pour les... Non, il n'y a pas plus de génie au Nigeria qu'il y en a au Togo. Alors, le Nigeria est un pays plus grand, donc ils sont plus nombreux à être dans la compétition. Donc la population, forcément, a quelque chose à voir à ce niveau. Mais pas forcément. Pas forcément. Regardez, si vous réagissez comme ça, c'est-à-dire vous n'avez pas l'historique de ce qu'est l'Afrique et ses musiques. Je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire a quand même régné en maître, musicalement parlant, entre le milieu des années 90 avec la naissance du Zouglou et le milieu des 2007-2008 encore avec la force du coupé-décalé. Pourtant, c'est pas le Nigeria. Le Nigeria s'est inspiré justement du coupé-décalé également. Mais le coupé-décalé, comment est-il né? Il est né grâce à des jeunes Congolais
qui ont quitté le Congo-Brazza et la RDC également, au moment où il y avait la guerre, où c'était très compliqué. Ils se sont réfugiés en Côte d'Ivoire et les Atalakou, eh bien, ont donné cette forme au coupé-décalé. Donc, vous voyez, le génie, le talent est partout. C'est qu'à un moment donné, c'est votre heure, puis votre heure s'en ira, et ce sera l'heure de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. En conclusion, pas de modèle à reproduire. Il y a un côté hégémonique en ce moment, je suis d'accord avec vous, avec le Nigeria, mais qui est en train de s'estomper. Hein. Ça s'estompe. Hein. Plus on va vers le temps et plus les autres artistes ont dit « Ok, on a bien compris la recette du Nigeria, mais on va le faire aussi à notre sauce, à nous. » Et ça donne des choses assez extraordinaires. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il faut comparer les disparités comme une force ou finalement avoir une sorte de label africain qui sera le soubassement même de la chose culturelle, de l'industrie culturelle en Afrique? Moi, je suis contre le fait de faire de l'Afrique un grand village. Le label Afrique, pour moi, ça ne veut rien dire. En termes culturels, hein, et on le voit bien même en Europe, l'Union européenne, la France s'est battue pour l'exception culturelle. Parce que l'exception culturelle, c'est l'identité. Donc, n'ayons pas de label Afrique. Il y a un label Togo, il y a un label Bénin, il y a un label Gabon, mais voilà, je crois qu'il ne faut pas trop encadrer. À trop encadrer, on finit par frustrer, ça peut devenir en tout cas un carcan. Donc non, pour moi il n'y a pas de label, il y a juste des gens qui créent et des gens qui sont conscients de comment, mais il faut avoir une vision aussi. Hein. Voilà, ça peut peut-être répondre encore à votre question. Alors, y a-t-il des gens qui ont des visions en se disant j'ai une vision et je vais mettre en action ma vision? Alors, Claudie, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé dans cette émission, en tout cas qui contribue pour beaucoup dans le développement du continent, c'est peut-être la diaspora. Est-ce que la diaspora peut aussi jouer un rôle dans le développement de l'industrie culturelle en Afrique? Elle doit jouer un grand rôle et elle joue un grand rôle. Lorsque, par exemple, un artiste, que ce soit un humoriste ou autre, se produit dans un pays d'Europe ou d'Asie ou des États-Unis ou d'Amérique en général, la diaspora vient le voir. Et donc, parce que la diaspora est là, l'artiste peut se produire à cet endroit-là. Et la diaspora, les membres de cette diaspora deviennent des ambassadeurs. Et d'autres gens qui ne sont pas de cette diaspora commencent à connaître. Pour moi qui suis antillais, je peux vous assurer que c'est comme ça que ça s'est passé pour les Antilles. Pour les talents des Antilles, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc oui, la diaspora a un rôle à jouer, et puis elle a aussi un rôle dans l'organisation, hein, cette diaspora. Elle peut être en créant des structures dans des pays où c'est peut-être plus simple, parce que le niveau de vie est plus haut, et elle peut permettre, on a vu ça dans les années 80, hein, avec les artistes africains, c'est-à-dire que leur maison de disques était, par exemple pour la musique, était en France. Leur point de chute était en France. Et parce qu'ils rayonnaient en France ou en Belgique, eh bien, ça rejaillissait sur le pays et ils étaient au pays, ils devenaient officiels dans le pays pour parler comme les rappeurs. Alors, revenons, Claudie, à votre engagement à la cause africaine. Vous aviez notamment lancé le mouvement, ou sinon le concept Génération Consciente. Ouais. Dites-nous, expliquez-nous un peu déjà le concept et quel est votre modèle aujourd'hui. Je dis votre modèle, quelle est votre vision pour une Afrique émergente? Moi j'aime bien ce mot, ce mot d'émergence. Mais il est préempté par la classe politique, en Afrique en général, et parfois ça relève plus de la communication, de l'intention, que de la volonté réelle de réalisation importante pour les populations. Il appartient quand même aux politiques de définir l'orientation. Oui, c'est ce qu'il fait, mais parfois nous tardons à voir les fruits de tout cela, où nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation qui a été donnée, où nous voyons parfois au quotidien que ce qui est fait, ce qui est dit, eh bien, ne correspond pas, ou en tout cas ne pourra jamais nous amener vers une émergence réelle. Donc c'est un souci. Maintenant, moi je suis plutôt un optimiste. Hein. Alors sur le mouvement Génération Consciente. Parce que le mouvement Génération Consciente, justement, il est né de cette idée-là, d'émergence. C'est comment nous, puisqu'il est né dans la diaspora, vous voyez, encore une fois, comment nous arrivons à changer notre quotidien
et à influer sur les politiques de notre continent. Alors, je rappelle, le mouvement, vous l'avez lancé il y a quelques années. Est-ce qu'entre-temps, En réalité, je l'ai lancé en 90. Alors, depuis 90, avez-vous l'impression que les choses ont véritablement bougé en termes de changement de mentalité, d'une nouvelle génération africaine plus consciente? Est-ce que sur le terrain, vous remarquez une certaine amélioration? Si je vous dis non, les gens vont dire, bah, tu vois, il n'est pas si optimiste que ça. Et si je vous dis oui, je peux apparaître comme un optimiste béat. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, pourquoi? Parce que je pense que parfois on se trompe de chemin. On pense qu'on est dans l'évolution et dans l'émancipation, parce que notre problématique en Afrique, c'est l'émancipation. L'émancipation de tout ce que nous avons vécu. C'est-à-dire entre la déportation de millions d'Africains, donc l'esclavage, entre les décennies de servitude sous le joug colonial. Et d'ailleurs, esclavage et colonisation, pour moi, sont deux crimes contre l'humanité. L'un est reconnu comme tel, l'autre pas encore. Et moi, je me bats pour ça. Et donc, les résidus nocifs de tout cela, nous les vivons encore aujourd'hui. Personne ne peut me dire que l'esclavage n'est pas encore présent dans notre quotidien. Il est présent par quel biais? Par le regard que l'on a sur nous. La colonisation également. On est dans tous ces résidus nocifs. Et donc, nous parlons d'émancipation. Comment faisons-nous pour nous émanciper de tout le complexe du colonisé que nous avons parfois en nous? Lorsque nous sommes en présence d'un blanc, eh bien, il y a ce sentiment comme ça, comme automatique, on se sent inférieur. Le blanc, c'est le patron. Lorsque vous avez dans une salle des blancs et des noirs, eh bien, celui qui va observer, le noir qui va observer, va se dire, les blancs ont forcément plus d'argent, sont socialement plus élevés que les noirs. C'est dans l'inconscient des gens. Alors que tant que vous n'avez pas discuté avec la personne, vous ne savez pas qui elle est. Mais chez nous, on a ce complexe-là encore. Alors, un blanc, lorsqu'il vient en France, lorsqu'il vient en Afrique, c'est un patron. Il est vu comme étant un patron. Un noir, lorsqu'il va en Afrique, il est vu comme un immigré. Vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire que de part et d'autre, il y a des imaginaires à changer. Lorsque je dis ça, je dis pas qu'il y a les mauvais de l'autre et les bons de l'autre. Je dis qu'il y a des imaginaires qui sont problématiques. Et donc, cette génération consciente, elle doit comprendre ça. Et se dire qu'on ne juge la personne qu'à ce qu'elle est, mais ce qu'elle est en tant que personne même, pas sur la couleur de sa peau, ni sur sa religion. Alors, on remarque qu'on est plus en théorie quand on parle aujourd'hui de génération consciente. Oui, mais parce que, vous l'avez dit, la génération consciente, j'ai voulu que ce soit un concept. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, dans mon studio parisien, qui parle ou qui vit en France, et qui est dans plusieurs pays d'Afrique et qui va venir et dire voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez vous comporter. En revanche, lorsque vous apportez des clés parce que vous vivez dans le ventre de la bête qui est l'ancienne puissance coloniale, vous avez une lecture à 360 degrés de la situation. Donc vous pouvez comme ça inoculer de petits et bons virus, si tant est que le virus soit quelque chose de bien. Mais voilà, et vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez planter des graines, semer des graines dans les esprits. Alors, à ce niveau, Claudie, moi, c'est ce que vraiment je voulais faire, parce que je voulais pas apparaître comme quelqu'un qui donne des leçons. Et pourtant, certains disent, oui, mais Claudie, oui, il est donneur de leçons, il est moraliste. Bah ouais, parfois il faut en faire un petit peu. Alors, cela dit, vous aviez occupé des fonctions non moins importante dans ce domaine comme délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Dites-nous à ce niveau, je pense que c'était une fonction assez remarquable pour impacter de manière significative dans ce que vous venez de dire, le rapprochement, cette idée qu'il y a souvent entre le noir et le blanc, parce que voilà, il y avait en ce moment un certain nombre, il y a toujours en France des territoires d'outre-mer, des gens qui forcément ne sont pas considérés à leur juste valeur par rapport aux Français. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de votre passage Vous savez, dès le départ, lorsque j'ai accepté... au départ, j'ai refusé la mission. Les conseillers de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, m'appelaient tous les 2 jours pour me dire « mais ça a du sens si c'est toi, le président veut que ce soit toi ». Et moi, je refusais parce que je ne voulais pas qu'il y ait une lecture politique de cette acceptation-là. Moi, je n'appartiens ni, alors aujourd'hui, les Républicains, ex-UMP, et je n'appartiens pas au Parti Socialiste non plus en France. Je n'ai jamais été encarté dans un parti socialiste, dans un parti politique. Mais en revanche, mon seul parti, c'est le parti des miens, et le parti d'une justice pour tous, quelle que soit la couleur de la peau des gens, quelle que soit la religion, ou même l'orientation sexuelle des gens.
Moi, je suis déterminé pour le combat, pour la justice, pour plus de justice. Même si je crois que la justice n'existera jamais totalement entre les êtres humains, mais c'est le rôle qui doit être le nôtre lorsqu'on vit en société. Et donc, lorsque j'ai fini par accepter, je me suis dit, plutôt que de continuer à jeter des pierres contre les murs de la citadelle, il faut parfois entrer dans la citadelle et voir ce que l'on peut faire. On peut vous tuer dans la citadelle, mais vous pouvez aussi en sortir, avoir fait des choses. Moi, je n'ai jamais hésité à dire à la France ce que je pensais du comportement qu'elle avait vis-à-vis des originaires d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Alors, vous démissionnerez un an après, et c'est-à-dire... En 14 mois. J'ai démissionné en juillet 2012, donc. Là où la gauche, qui venait d'arriver au pouvoir, m'a demandé de rester. Vous imaginez, moi j'avais mes amis au pouvoir. Pensez-vous en ce moment que peut-être la politique n'est pas finalement le cadre approprié pour justement porter un certain nombre de revendications, la justice sociale auquel vous tenez? Non, c'est un cadre comme un autre qui permet de faire avancer les choses. Il faut pas toujours cracher sur le politique et dire « Oh, la politique, c'est pas bien, c'est pourri ». On vote pour eux, on vote pour des gens, pour des femmes et des hommes, pour qu'ils portent nos idées. Donc non, c'est un champ qui me semble essentiel. Maintenant, lorsque vous acceptez ce genre de mission, vous devenez clivant. Mais comme par mon personnage, je suis clivant, parce que je prends du moment où, lorsque vous prenez des positions dans la vie, vous devenez clivant. Il y a forcément des gens à qui vous n'allez pas plaire. Gandhi était clivant. Je me compare pas à Gandhi, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, c'est la réalité. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être revenir aujourd'hui sur les défis de l'industrie culturelle en Afrique. Ouais. En quelques mots, Claudir, que doit-on faire aujourd'hui de manière peut-être ramassée sur l'essentiel de la mission qui appartient peut-être aux politiques, mais pas seulement, la société civile, la diaspora et un certain nombre d'acteurs aujourd'hui pour justement relever ce secteur un peu à la traîne, si je peux le dire ainsi. Oui, on peut le dire. Alors après, ce que nous venons justement d'évoquer, un aspect plus politique, eh bien, c'est juste dire que l'industrie culturelle est importante. Alors on parle souvent, ce sont deux mots qui peuvent sembler antagonistes pour certains, industrie et culturel, parce que l'un, on est dans le capital, et le culturel, on est dans l'émotion, on est dans la création. Mais les deux vont ensemble. Facteur de développement, facteur de cohésion sociale également, c'est très important. Et puis, je répète mon propos du début de notre entretien, lorsque nous sommes des pays qui ne détenons pas le meilleur de la technologie, eh bien, nous pouvons rayonner à travers le monde grâce à nos identités, grâce à nos cultures. Alors, faut-il être dans une compétition? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas qu'il faille être exclusivement dans la compétition, mais je crois qu'exister, donner de l'espoir aux jeunes générations, donner de l'espoir aux plus jeunes, et puis surtout réparer certaines blessures et être nous-mêmes, c'est ce que l'être humain se doit, en tout cas à lui-même. Parlant justement de l'espoir, comment voyez-vous l'avenir aujourd'hui du secteur industriel, moi, je suis culturel? Non, mais je suis confiant. Je suis confiant parce qu'encore une fois, il y a des créateurs, et puis plus les choses avancent, et plus les gens posent le débat, et le fait de poser le débat, c'est déjà faire un premier pas vers la victoire. Merci Claude Dissiard d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors je rappelle que vous êtes animateur et producteur de l'émission Couleur Tropica sur Radio France Internationale. 21 ans déjà, ça fait 21 ans. Ah, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est une belle aventure, ouais. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté d'être des nôtres pour cette émission. Vous êtes également chef d'entreprise, directeur de radio et producteur d'émissions. Voilà votre engagement pour la justice sociale, la cause africaine. C'est tellement de choses aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie d'être passé dans cette émission. Puis-je juste dire pour Africa et ses diasporas. Merci en tout cas à vous, Claudia, mesdames et messieurs. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.